Salut! Super intro. Récemment, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Batman v Superman, tragédie trop caractère. Vidéo que je ne trouve évidemment plus à l'heure actuelle, mais qui m'a fait poser une question. Est-ce que Batman v Superman est une tragédie? Chose à laquelle évidemment certaines personnes seront tentées de répondre PTDR, t'as vu comment le film est mauvais, tu sais très bien que c'est une tragédie. Alors chose à laquelle je suis pas forcément d'accord, parce que selon moi Batman v Superman est un bon film. Certes, il est pas parfait, il y a quelques défauts forcément, notamment la scène des caméos des autres membres de la Justice League, et quelques incohérences par rapport à Man of Steel, le film auquel il fait suite, mais globalement, ça va. Mais revenons-en à notre problématique, est-ce que Batman v Superman est une tragédie? Quand on regarde la définition de tragédie, on tombe sur ça. Pièce de théâtre dont le sujet est plus souvent emprunté à un mythe ou à l'histoire, mettant en scène des personnages illustres et représentant une action destinée à provoquer la pitié ou la terreur par le spectacle des passions humaines et des catastrophes qui en sont la fatale conséquence. Vous allez me dire quel est le rapport? La définition parle de personnages historiques, de personnages illustres, de mythologie, rien à voir avec des super-héros. Et vous auriez raison si on ne parlait pas de Batman et Superman dans Batman v Superman. Car en effet, ce sont deux super-héros mondialement reconnus qui se sont ancrés dans l'imaginaire collectif et ont dépassé leur statut d'icône de la pop culture, personnages de la mythologie moderne tout simplement. En plus, dans Batman v Superman, Superman est présenté comme une incarnation de Dieu, un messie, de façon plus ou moins directe. Que ce soit la population qui l'accuse directement de faux dieu, on peut pas faire mieux que ça, ou toutes les métaphores visuelles et les allégories que le film nous sert, Superman est carrément traité comme un dieu en fait. J'ai compris le film. Mais attends une minute. Quoi? La tragédie? Oui. C'est super codifié, non? Oui. Et t'es sûr que ça va s'appliquer à Batman v Superman? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Voilà ce que dit le site des études littéraires pour la structure de la tragédie. Elle se compose en 3 étapes. 1. L'exposition. L'exposition doit contenir les semences de tout ce qui doit arriver, tant pour l'action principale que pour l'histoire, de sorte qu'il ne rentre aucun acteur dans les actes suivants qui ne soit connu du premier. En gros, vous devez connaître les personnages, connaître les rapports qu'il y a entre chaque personnage et le lieu où se déroule l'action, c'est tout. Partie 2, le nœud. Le nœud de l'action précise la nature du conflit à résoudre, c'est le passage de la pièce autour duquel les personnages doivent résoudre un problème complexe, affronter des obstacles. Se greffent à ça les péripéties, ce sont des événements imprévus qui vont épicer un peu l'intrigue et mener au dénouement. Et enfin, grand 3, le dénouement, c'est l'acte final, là où toutes les intrigues vont se résoudre, et généralement dans la tragédie c'est malheureux, genre il y a des morts et tout. Et là je me suis rendu compte que oui, ça colle plutôt bien, mais en approfondissant mes recherches, je me suis rendu compte que ça colle encore mieux à un autre type de tragédie qui est environ 2000 ans plus jeune, et qui était joué pendant le XVIIe siècle en Angleterre. Je veux parler de la tragédie de revanche qui est chère à Shakespeare et dont le meilleur exemple est Hamlet. La tragédie de revanche, en anglais Revenge Tragedy, est un genre dramatique dans lequel le personnage principal a pour but de se venger d'une injure, que celle-ci soit imaginaire ou non. Alors la tragédie de revanche, c'est un genre de tragédie qui vient de l'ère élisabéthaine, et en fait ça reprend la structure de la tragédie grecque classique, mais qui ajoute et modifie certains traits. Et du coup, la structure en 3 actes devient une structure en 5 actes. La première partie, c'est l'exposition. Généralement, c'est un fantôme qui demande au héros de le venger. Si tu as jamais aimé ton tendre père, venge son meurtre infâme et contre nature. Deuxième partie, c'est l'anticipation. C'est le plan de la vengeance qui se met en place. La pièce sera le piège par où je prendrai la conscience du roi. La 3, c'est la confrontation entre le héros et la victime. Je pourrais le faire, là il est en prière, et là je le ferai, et ainsi il va au ciel, et ainsi je suis vengé. La quatrième partie, c'est le délai avant l'exécution. Quand il sera ivre-mort au foudrage, ou dans l'incestueux plaisir de son lit, alors culbute-le pour que ses talons viennent ruer au ciel, et que son âme soit aussi noire et damnée que l'enfer où il ira. Et la cinquième partie, c'est l'achèvement du héros, qui généralement meurt des suites de sa vengeance. Le reste est silence. Yes. Dû à sa popularité, la tragédie de revanche a amassé au fil du temps des thèmes et des motifs récurrents. Des mégenres manichéens et machiavéliques, le thème de la folie, le thème de la vengeance personnelle ou la vengeance par le biais de la justice, le thème de la mort du héros, le thème de l'apparence et de la réalité. Généralement, comme je l'ai dit, c'est un fantôme qui demande vengeance, il y a des meurtres, et il y a aussi le thème du rapport entre Dieu et les hommes qui est évoqué souvent. Si aucun de ces motifs, de ces thèmes ou de ces récurrences ne vous dit rien, et bien sachez que dans BVS, ils sont plus ou moins tous exploités et que je me suis amusé à démontrer ça avec l'analyse du film.
Alors j'aimerais appuyer sur le fait que Batman v Superman obéit bien à ce genre de structure et que toutes les récurrences et métaphores visuelles sont pas là par hasard. Parce qu'il faut savoir qu'un des scénaristes du film, Chris Terrio, a fait des études de littérature anglaise et que le réalisateur Zack Snyder a quant à lui suivi des études d'histoire de l'art au Art Center College of Design à Pasadena en Californie. Est-ce que ça a eu un quelconque effet sur leur filmographie et en particulier sur ce film? Oui, totalement. Et je suis certain qu'ils en étaient inspirés à la création de ce film. Ça et les comics. Bien! Maintenant que tout est en place, passons maintenant à l'analyse du film en reprenant le plan de la tragédie élisabéthaine. Petite remarque tout de même, enfin même deux petites remarques. Je vais beaucoup comparer Batman v Superman à Hamlet, parce que comme je l'ai dit en fait c'est un exemple parfait et complètement typique de ce que peut être la tragédie de revanche. Et donc deuxième remarque, c'est comme Batman v Superman fait partie d'un univers cinématographique, et qu'il est lui le prémisse au film Justice League, affiché là, et la règle de tout le monde meurt à la fin peut pas s'appliquer en fait. Parce que si tout le monde meurt à la fin, il n'y a pas de suite. Ok? Ok. Grand 1, l'exposition. Le film s'ouvre sur la mort des parents de Bruce Wayne, aka Batman. Plus précisément sur leurs funérailles. Chose importante à noter, le film commence et se termine sur des funérailles. C'est pas anodin, et il y a plusieurs choses à dégager de cette séquence. Bruce en tant que Hamlet. Alors c'est un Hamlet raté, dans le sens où il ne peut et ne pourra jamais venger la mort initiale, la mort de ses parents. Et évidemment, ça a une empreinte psychologique extrêmement importante sur lui. C'est illustré par le montage en parallèle du meurtre de ses parents et de sa chute dans le puits. Il y a une perle du colis de sa mère qui tombe à ses côtés. Il est littéralement au fond d'un gouffre psychologique, et il y est tombé quand ses parents sont tombés, quand ils sont morts. Martha. Ah, super, merci Tchekhov. Vous vous demandez ce que je fais? J'arme le fusil de Tchekhov. Ouais, attendez, je pose ça là. Alors le fusil de Tchekhov en fait c'est dans un film ou dans une œuvre de fiction de façon générale, c'est un détail qui va apparaître au début de l'histoire mais qui va avoir une importance cruciale à la fin du film. Alors là dans cette séquence il y a trois choses. L'attention est portée sur la mère, Martha Wayne, et non le père, Thomas Wayne. Ça nous laisse supposer que Batman est plus hanté par la mort de sa mère que celle de son père, et ça sera confirmé plus tard dans les cauchemars de Bruce. Ainsi le film nous indique d'emblée que les relations mère-fils sont importantes. Une fois tombé dans le gouffre, Bruce remonte en volant accompagné par les chauves-souris. Il remonte vers la lumière. Encore une fois, c'est une image très forte qui est très liée à la chrétienté. On peut donc s'avancer et dire qu'il renaît, et qu'il renaît plus spécifiquement en Batman. Il doit donc son salut en devenant Batman, identité en fait qui n'est autre que l'incarnation de la vengeance de la mort de ses parents. Il cherchera donc le pardon de leur mort, ou plus spécifiquement celle de sa mère, en combattant le crime. Ce qui est curieux par contre, c'est qu'ils s'en souviennent de cette façon. Est-ce qu'il est devenu fou ? Dans tous les cas, c'est une scène très allégorique et très sujette aux interprétations, pour une première scène. Je pense pas que ce soit là par hasard en fait, au début du film. Alors je considère en fait que c'est un message du film pour nous dire « Attention, je contiens beaucoup de scènes et beaucoup de séquences très fortes en sens allégorique et métaphorique. Je vais pas forcément tout expliquer, mais je vais beaucoup te montrer. Je vais te montrer beaucoup de choses qu'il va falloir que tu comprennes, sans forcément que je te les explique. » D'ailleurs, à ce propos, Aristote disait de la tragédie « La tragédie est une imitation faite par des personnages en action et non par les moyens de la narration. » En gros, la tragédie te montre, elle ne raconte pas. Maintenant que l'exposition de Bruce Hamlet Wayne est faite, le film nous lance dans son arc narratif de vengeance en nous montrant la bataille de Metropolis du précédent film à travers son point de vue. C'est là que nous rencontrons Wallace, un employé de la Tour Wayne au moment de l'incident, personnage qui deviendra le fantôme de la vengeance de Bruce. Wallace perd ses jambes et s'est dit plus tard que sa femme l'a quitté, mettant un terme à sa vie telle qu'il la connaissait. Encore une vie perdue qui doit être vengée, elle et toutes celles des personnes qui se trouvaient dans la Tour Wayne au moment de l'incident. On est là, vous inquiétez pas. Attention, on y va. 1, 3. Littéralement, Plus tard, le mec envoie une lettre à Bruce en lui disant « Je suis votre fantôme ». Qui de mieux pour les venger que leur boss venu de Gotham et qui se ramène là comme un prince. Avant de continuer et de vous parler des scènes suivantes, j'aimerais faire une petite pause et vous faire remarquer qu'à un moment, Bruce sauve une petite fille de ce que j'identifie comme étant un crucifix qui s'écroule. Et que la première question qu'il lui pose après l'avoir sauvée est « Où est ta mère ?» Écoute, on va aller retrouver ta maman. Où elle est? Pourquoi spécifiquement sa mère? Pourquoi pas ses parents ou son père? Bruce est marqué par la disparition de sa mère, et l'apparent crucifix symbolise que Dieu l'a laissé tomber. Enfin, le chant contre chant de Bruce regardant Superman combattre Zod nous indique vers qui la vengeance sera dirigée.
Genre là, si t'as pas saisi que Bruce est légèrement vénère, c'est que les percussions en font pas assez. Passons maintenant à l'autre figure hamlétique de ce film, je vais bien sûr parler de Superman. Son exposition ayant déjà été faite dans Man of Steel, le fantôme étant celui de son père et sa motivation ce qu'il aurait pu faire lors de la scène de la tornade, BVS n'étant pas plus son arc vengeur et se contente de le garder au minimum. Son arc de la vengeance est moins hamléteux que celui de Bat Bruce, mais est quand même guidé par la vengeance. Il en veut au Batman de bafouer les libertés civiles dans la ville de Gotham et de terroriser ses habitants. C'est pour ça que plus tard, le film le met en opposition par le biais du montage, jusqu'à leur première confrontation. Bruce et Clark sont aussi liés par une sorte de folie. Quand le montage de Superman sauvant le monde commence, au lieu d'être couvert de louanges, celui-ci est critiqué, son licence est remise en question. Mais qu'il ne doit pas le faire unilatéralement. Mais alors la véritable question c'est, devrons-nous absolument avoir un Superman? Mais nous l'avons. Il sauve le monde encore et encore, mais ne récolte que des tomates pourries lancées sur son image, au lieu de glorieux lauriers. Je vous ai donné la définition que je dis folie, la folie, c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt, en espérant que ça change. Voilà ce qu'est la folie. Bien, maintenant que les deux protagonistes ont bien été introduits, passons à l'antagoniste de l'histoire, Lex Luthor, dont le film sert de début au Luthor froid et calculateur que nous connaissons tous. Là, il n'est pas question de le hamlétiser, parce qu'il n'est pas là pour venger qui que ce soit, comparé aux deux Monsieur Muscle, bien qu'on pourrait considérer qu'il veuille venger son enfance. Dans le film, il introduit via la scène de Lois dans le désert de Nairobi. On ne le voit pas, mais on sait déjà deux choses sur lui. Il complote et il est sans pitié. En effet, il utilise l'efficacité en dépit de toute moralité, et comme le dit très clairement le célèbre adage, la fin justifie les moyens. Et ça, c'est clairement ce qui définit Lex dans le film. Il a un objectif et il va se débarrasser de tous les obstacles. Si ça, c'est pas une définition de méchant machiavélique. Illustration parfaite, plus tard dans le film, il n'hésitera pas une seule seconde à se débarrasser de sa collègue. Simple pion sur l'échiquier de son plan, sans aucun état d'âme et dans le seul but d'atteindre Superman. On remarque aussi que tout le long du métrage, il ne va pas arrêter de faire des références à la mythologie et à la théologie. C'est un signe plutôt clair de la production que toutes les références bibliques, mythologiques et théologiques font partie du métrage et qu'il faut les prendre en compte. De plus, cela nous montre et développe sa mégalomanie, sa recherche de grandeur et de puissance, chose qu'il obtient lorsque Superman s'agenouillera devant lui. Dieu est dompté, et il le poussera à se battre contre Batman. Ce qu'on appelle Dieu dépend de notre tribu, Clark Joe. Parce que Dieu est tribal, Dieu choisit son camp. Luthor, dans le rôle d'antagoniste, est le reflet déformé de nos deux héros. Il est le reflet déformé de Superman par rapport à la question de la relation entre l'homme et Dieu. Je vous rappelle d'ailleurs que Superman incarne littéralement Dieu dans ce film. Il est aussi le reflet déformé de Bruce, parce que tous les deux partagent une sorte de folie et d'obsession par rapport à Superman. Sauf que l'un est bon, et l'autre est mauvais, mais dans quelle mesure? Bon, maintenant que tout ça est bien présenté et exposé, on sait que le film va explorer tous les thèmes et les récurrences que j'ai évoqués tout à l'heure, et qu'il va se résoudre dans un grand acte final rempli d'action qui va tout résoudre. Grand 2, anticipation, le plan de la revanche. Alors souvenez-vous que chacun des deux Hamlet est motivé par la vengeance qui leur est dictée par leur fantôme, et qu'ils sont concentrés là-dessus. Alors ce parcours de vengeance se caractérise par une enquête chacun de leur côté. Bruce, de son côté, est à la recherche du Portugais blanc, un bateau qui, spoiler, contient un morceau de kryptonite qu'il compte utiliser contre Superman. Si ça c'est pas un plan de vengeance. Clark, de son côté, enquête sur le Batman et la façon dont il bafoue les libertés individuelles, et la façon dont ses actions viennent en opposer à celles de Superman. Petit à petit, la tension monte. C'est pas avec des mots qu'on arrête un type comme ça. Pour l'arrêter, il y a un seul moyen. Le coup de poing. Là, on peut considérer que les deux héros glissent petit à petit dans ce qu'on appelle la Marcia. C'est la faute qui va les conduire à leur chute. Arrive la scène de la collecte de fonds. Bruce et Clark se rencontrent sous leur identité publique. Quelle opinion avez-vous du Bat justicier de Gotham? C'est une scène qui est pleine d'ironie tragique, surtout avec les remarques de Lex. Bruce Wayne face à Clark Kent. Ah, qu'est-ce que j'aime ça, j'aime susciter les rencontres. Comment allons-nous? Lex. Bonjour. Bien, bonsoir, Lex, enchanté de faire... Ah, waouh, ça alors, quelle poigne. On n'a pas intérêt à se frotter à ce monsieur. Nous, les spectateurs, sommes complètement conscients de qui est qui dans cette scène. Et je pense bien que Luthor aussi, il ne dit pas ça par hasard. S'ensuit le cauchemar de Bruce dans la crypte de ses parents. Il est hanté par leur mort et ses syndromes post-traumatiques sont clairement mis en scène. Lorsqu'il rentre dans la crypte, on entend ceci. Ça, c'est le bruit de la machine de terraformation du général Zod dans Man of Steel. Machine que l'on retrouve au début du film lors de la destruction de Metropolis. Le second trauma est encore et toujours la mort de sa mère. Il est encore plus hanté par la mort de sa mère que celle de son père. D'ailleurs, toute la mise en scène de cette séquence est là pour le mettre encore plus en évidence.
En témoigne le choix de cadrage dans la crypte. Le nom du père est complètement caché par le bouquet, ce qui met l'emphase sur celui de la mère. Et comme si ce n'était pas déjà assez, la créature de cauchemar qu'est le démon va bien évidemment sortir d'où? Du tombeau de la mère. Et encore une fois, c'est une séquence à la mise en scène très explicite. C'est aussi dans cette partie du film que se révèlent les Horace de nos deux Hamlet. Alfred le majordome est évidemment la figure d'Horace pour Bruce. Il essaie de le raisonner quand celui-ci avoue son plan pour utiliser la kryptonite contre Superman. Il a le pouvoir d'exterminer le genre humain, et même s'il y avait ne serait-ce qu'1% de risque qu'il soit notre ennemi, il faut se dire que c'est une absolue certitude. Il faut l'abattre. Oh mais monsieur, ce n'est pas lui notre ennemi. Passage qui montre aussi que Bruce a une vision complètement tunnelisée de Superman. Pour lui, c'est un alien qui arrivait il y a 2 ans, emportant avec lui la guerre, la mort et la destruction. Rien de plus. C'est cet enfoiré qui a porté la guerre chez nous, Alfred, il y a 2 ans maintenant. Je dois vous rappeler le nombre de morts. Ils se sont comptés par milliers. L'Horace de Superman est quant à lui Lois Lane. Elle incarne son monde, le lien qu'il a avec l'humanité. Tu es mon monde. On pourrait dire aussi que Martha Kent, la mère de Superman, incarne aussi le rôle d'Horace, mais elle a un rôle beaucoup plus global, le rôle de la mère. C'est le leitmotiv de la mère. Retour sur un cauchemar de Bruce Wayne où il voit un monde post-apocalyptique, fruit d'un Superman devenu méchant et où Darkseid, le grand méchant de l'univers d'ici, a posé sa marque. J'interprète cette scène comme étant encore une fois un renfort subtil que Batman a une vision complètement tunnelisée et carrée et déjà définie de Superman. Il le voit comme un alien et un danger. Point. Mais est-ce que c'était vraiment un rêve ou plutôt une prémonition? L'apparition de Flash et le fait que des feuilles volent encore après le vrai réveil de Bruce me laisse perplexe. Ou peut-être que je me prends trop la tête et que c'est une façon de nous dire va y avoir des suites à ce film. Ouais. Grand 3, confrontation. Maintenant, quand on braque ton projecteur dans la nuit, tu restes chez toi. Batman est mort. Tu vas l'enterrer. Et je suis magnanime. Dis-moi. Il t'arrive de saigner. Ça viendra. Alors là, je peux pas être plus clair en fait. Ça fait presque 1h30 que le film nous montre des héros torturés qui, plus ou moins malgré eux, se montrent l'un contre l'autre. Faut bien relâcher la pression et nous lâcher un peu d'action, non? Mais ils vont pas se taper tout de suite. Et vous avez vu comment Batman regarde Superman de haut? Ce costume est trop bien, c'est génial! Grand 4, le délai avant l'exécution. À l'exemple d'Hamlet qui ne tue pas de suite son oncle quand il en a l'occasion, Batman n'attaque pas directement Superman. En même temps là il est pas vraiment équipé pour. Et Superman ne pulvérise pas directement Batman. En même temps, le mec est littéralement Jésus, ça l'aurait un peu fichu mal, non? Ceci étant, le film nous ramène sur Lex et sur comment c'est un vrai méchant machiavélique. Dans la scène du Parlement où nous retrouvons le sénateur Finch, Wallace et Superman pour assister à la commission parlementaire traitant entre autres des actes de Superman lors de la bataille de Metropolis. Petit résumé juste avant. Lex avait trouvé un fragment de kryptonite en Océanie, fragment qu'il essaie de faire venir aux États-Unis via une licence d'importation pour pouvoir l'utiliser au cas où Superman devienne méchant. Voilà, Boc, tu me prends pour qui? Lui répondit le sénateur Finch. T'essaies de me faire passer de la piste de grand-mère pour du thé? Tu crois que j'ai pas compris que tu veux l'utiliser pour le buter? Les soucis, ça se règle démocratiquement. On se parle, c'est non. Ok, très bien, ne lui répondit pas Lex, qui était un peu énervé. Je vais trouver une autre solution pour buter l'incarnation de Dieu sur Terre, seule occasion que j'ai de me venger du divin. Entre en scène Wallace, qui, toujours un peu triste et vénère d'avoir perdu ses jambes, sa femme et globalement toute sa vie à cause de Superman, décide de vandaliser la statue du Kryptonien qui a été érigée au Grand Zero de la bataille de Metropolis. Pas de chance, comme il n'a pas de jambes, il ne peut pas se carapater quand la police l'arrête de façon très musclée. Faites-moi ça! Arrêtez! Du coup, Wallace finit en prison, mais pas pour longtemps puisqu'il est libéré sous caution par le gentil Lex Luthor qui, pour compléter son acte de bonté, lui offre un nouveau moyen de locomotion. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que dans son fauteuil en plomb se trouve là une explosion. Encore une fois, Superman s'acharne à faire le bien, mais encore une fois, il se prend de nouveau un retour de flamme. Mais cette fois-ci, il en a assez.
Tout s'effondre tout le temps autour de lui, il décide de partir. Et ce qui est magistral dans cette séquence, c'est que les deux Hamlet sont impactés au même moment, mais de façon différente par leur antagoniste. Bruce est affecté aussi car il reçoit tous les supposés chèques retournés de Wallace au même moment. Chèques retournés avec les mentions « Vous avez laissé votre famille mourir, je suis votre fantôme », qui font tous deux référence aux événements de Metropolis, mais aussi de façon indirecte au passé de Batman. Et par exemple, à la mort d'un des Robins dont on a pu voir la tenue vandalisée par le Joker plus tôt dans le film. Encore une fois, la phrase « Je suis votre fantôme » n'est pas choisie au hasard. Elle fonctionne déjà très simplement comme ça dans le film, mais il y a plusieurs sens de lecture à avoir. C'est un message pour nous l'audience, car c'est encore une fois une référence à Hamlet et le fantôme de son père. Et donc encore une fois une référence à la tragédie de vengeance. Bizarrement. Mais c'est aussi l'événement final qui encourage Bruce à tuer Superman. Car je pense qu'il saisit la référence, vu le niveau d'éducation et de connaissance dont il a pu faire preuve dans la scène avec Diana et l'histoire de l'épée volée. Bruce doit connaître ces tragédies. Puis sérieusement, à ce point-là, c'est comme si Wallace avait écrit « SVP, tuer Superman, merci ». C'est après cet événement qu'on arrive aux préparations finales de l'affrontement. Le Batman vole la kryptonite dans les locaux de LexCorp, dans une séquence digne des jeux estampillés Arkham. Kryptonite qu'il compte transformer en arme. Et Clark, de son côté, rencontre ses fantômes. Dans un premier temps, dans un super dialogue entre lui et Lois, juste avant qu'il ne se retire du rôle de Superman. Persuadé que je dois faire le bien. Mais Superman n'a jamais existé. Il n'est qu'un rêve de fermier du Kansas. Ce rêve de fermier, il y a des gens qui n'ont que cela au monde. C'est leur unique lueur d'espoir. Ce symbole, c'est important. Il l'était dans mon monde. Mais mon monde n'existe plus. Puis dans une autre scène où il rencontre littéralement le fantôme de son père, qui lui raconte l'histoire de son héroïsme, histoire qui sert de métaphore et qui redonne à Clark foi en ses actions. Pendant que je mangeais mon gâteau de héros, leurs chevaux se noyaient. Est-ce que j'ai pu les entendre hennir dans mon sommeil? As-tu jamais arrêté de faire ce cauchemar? Si. Quand j'ai rencontré ta mère, j'ai recommencé à croire qu'il y avait du bien en ce monde. Elle était mon monde. Tu me manques, fiston. Toi aussi, papa. Enfin, Lex a réussi à monter Bruce contre Clark, ou du moins à la pousser sur le dernier pas qu'il hésitait à franchir. Avec ça en tête, Lex va préparer son plan de secours, Doomsday, qu'il crée en exhumant la dépouille de Zod, puis en mélangeant son ADN avec le sien dans la chambre génétique du vaisseau. Il s'acharne encore une fois à vouloir détruire Superman alors que celui-ci est déjà brisé, mais cette fois il le fait avec une créature qui naît du mélange de sang humain et de sang kryptonien. Il s'agit sans doute encore une fois d'une métaphore de la relation entre Dieu et l'homme. Avant que Superman n'affronte Batman, il y a cette scène sur le toit de LexCorp où Lois, qui a découvert toutes les machinations de Lex, le confronte, et c'est avec grand plaisir que Lex se révèle un grand méchant machiavélique et complètement psychotique. Mot de 3 syllabes qualifiant de trop grandes idées pour un esprit trop étroit. Après une tirade nous démontrons bien tout ça, mais aussi le fait qu'il a compris que Lois est le lien de Superman à notre monde, il la pousse du haut de la tour pour attirer l'homme d'acier. Et je pense que le chemin le plus court jusqu'à Superman est une jolie petite route du nom de Lois Lane. Et une fois Superman revenu, dans tous les sens du terme, nous assistons à un dialogue entre lui et Lex. Dialogue qui renvoie encore une fois au rapport de Dieu et de l'homme, mais aussi à la mégalomanie de Lex. Le Très-Haut va montrer comme il descend pas, très pas, quand ça les touche de près. Lex veut le pouvoir, toujours plus de pouvoir. Il a la connaissance, certes, mais on sait via son speech que... Le savoir, c'est le pouvoir. Et je suis... non, j'ai... pour l'homme, avoir le savoir sans le pouvoir est une joie mêlée d'amertume, parce que c'est paradoxal, voilà. Et donc, selon lui, il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'incarnation de Dieu qui se tient devant lui à ce moment précis. Quoi de plus logique alors pour lui que de chercher à contrôler et détruire cette incarnation? Il donne alors un dilemme à Clark. Il révèle qu'il a kidnappé sa mère, mais que pour la sauver, il lui reste plus qu'1 heure pour apporter la tête de Batman. Il a donc deux options, abandonner son lien avec l'humanité et laisser sa Martha, sa mère, mourir, soit tuer Batman et faire mourir une partie de son humanité. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Et maintenant Dieu se plie à ma volonté.
Grand 5, achèvement du héros, qui généralement meurt à la fin. C'est donc après 2 heures de préparation que le combat Batman v Superman arrive. Alors oui, je sais qu'avant même que les premiers coups soient portés, Superman essaie de convaincre Batman qu'il faut pas qu'il se tape, parce que Superman en fait va faire ça parce qu'il y a sa mère qui est en danger, mais Batman ne veut rien entendre. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà dans cette analyse, Batman a une vision complètement tunnelisée. Alfred n'a rien pu faire, son Horace, l'incarnation d'Horace n'a pas pu le raisonner, c'est pas maintenant que ça va arriver, donc ils vont se battre. Et là il y a encore des allusions religieuses et mythologiques, elles viennent carrément s'immiscer dans la chorégraphie du combat, qui commence juste après la tentative de conviction. Et oui, je sais que Soupy envoie Valnaguet Batsy, mais comment vous réagiriez si le mec que vous essayez de convaincre pour qu'il survive en fait, vous accueille avec des sulfateuses et des canons à ondes soniques? Le combat commence donc sur le toit d'un bâtiment désaffecté, le ciel, et va se poursuivre du haut vers le bas, vers l'enfer. Les deux héros vont s'affronter jusqu'à atteindre ce qui reste de toilettes, et là Batman assomme Superman en lui explosant un lavabo sur le crâne. Puis en le jetant du haut d'un balcon vers une sorte de hall. Hall où on peut repérer de multiples références aux ennemis de Batman, notamment le Sphinx et le Joker, son pire ennemi. Il y a différents sens à cette scène, Batman et Superman s'enfoncent petit à petit vers l'enfer, là où plus rien n'a de sens. D'ailleurs même leur combat n'a pas de sens, les paroles n'ont pas suffi, donc c'est les points qui s'expriment. Et chose très intéressante, la dernière étape de ce voyage vers l'enfer, et donc vers la mort de Superman, se situe dans un lieu marqué par des références aux ennemis de Batman. C'est un lieu que Batman connaît et maîtrise, mais qui fait aussi écho à toute sa carrière de justicier. Et maintenant c'est au tour de Batseed d'envoyer valdinguer Soupy. Il accroche un câble à son pied et l'envoie s'écraser contre des piliers. Alors c'est très puissant comme scène, et c'est sans doute une référence à l'Iliade, à l'issue du combat de Achille contre Hector, quand Achille a fait la même chose à Hector en fait. Il accroche un câble à son pied et l'envoie... il l'envoie pas, il le traîne sur plusieurs mètres devant les murs de Troie pour l'humilier. Et là, pour porter le coup de grâce, évidemment, Batman utilise une référence biblique. Il utilise une lance faite en kryptonite qui est un parallèle direct à la lance du destin. La lance qui, dans la Bible, a transpercé le flanc de Jésus quand il était sur la croix. Parce que Jésus, Superman... vous avez compris. Et là, arrive la fameuse scène. À cause de toi, il va tuer Martha. Ça va, Tchekhov? La scène de Martha. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette scène, parfois ils ne la comprennent pas ou qu'ils s'en moquent, mais perso, je l'adore. C'est la conclusion de tout ce que j'ai pu dire de la vision qu'a Batman de Superman tout au long de cette analyse. Tout vole en éclats chez Bruce. Il subit l'agnariosis et est complètement déstabilisé. Lui qui voyait jusqu'à maintenant Superman qu'au travers de sa vision tunnel et du prisme vengeur de ses différents fantômes. Clark n'était qu'un faux dieu, un alien qui avait porté la mort et la destruction. C'était un être quasiment divin que, s'il le voulait, il pouvait supprimer toute la population mondiale. Maintenant, c'est un enfant qui demande à celui qui s'apprête à le tuer de sauver sa mère. Maintenant, Bruce se rend compte qu'il est allé trop loin. Sa colère et sa peur lui ont fait franchir des limites qu'il s'était juré de ne jamais dépasser. Maintenant, il réalise que c'est lui qui tient le revolver qui va tuer ses parents. À ce niveau-là, Batman v Superman n'existe plus, parce qu'à partir de ce moment, les deux ont travaillé ensemble. Mais c'est aussi à partir de ce moment que le véritable acte final se révèle, le combat contre Doomsday. Avec, encore une fois, bien évidemment, son lot de références bibliques. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que le grand méchant est un mélange du sang d'un homme obsédé par le divin et qui veut à tout prix le détruire, et de sang ayant la même origine que ce dieu. Il y a très certainement une réflexion philosophique là-dessus. Pour autant, BVS ne déroge pas à la règle et finit bel et bien sur la mort du héros, avec son lot d'images bibliques extrêmement fortes. Superman se sacrifie en utilisant la lance qui devait le tuer contre Doomsday, mais il finit quand même empalé par celui-ci. S'ensuit un plan où Batman, Wonder Woman et Lois se retrouvent autour de son corps, écho direct à la mort du Christ. C'est tellement fort comme image en fait, qu'on pourrait limite les considérer comme des apôtres chargés de diffuser la parole, enfin plutôt l'image de l'espoir qu'incarnait Superman. Message d'espoir qui pourrait être communiqué et diffusé dans d'autres films, dans Justice League, par exemple. C'est confirmé dans la scène des funérailles de Superman. Bruce a été incité à changer, et maintenant il considère qu'il porte l'héritage de Superman. Je me suis pas montré digne de lui.
me montrerait digne de sa mémoire. Et c'est illustré par la scène de lui et de Luthor dans la prison. Il ne le marque pas comme il a pu le faire avec d'autres criminels tout au long du film, mais il frappe le mur pour lui faire peur. Ses méthodes ont changé et sont sans doute revenues à ce qu'elles étaient. Le dieu est mort. Conclusion. Batman v Superman, l'aube de la justice est un film qui me fascine depuis sa sortie. Il a divisé les critiques et les fans et il m'avait laissé un avis de... Quoi ? Le film m'avait intrigué de par sa structure et sa complexité pour un film de super-héros. Là où les films Marvel sont des films d'action et d'aventure, je sentais que BVS me cachait quelque chose. Il s'en dégageait un je ne sais quoi qui ne cessait de titiller ma curiosité et mon intérêt. Et je me disais que si je commençais à gratter la surface, j'allais me retrouver comme Alice dans le terrier du lapin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis d'abord intéressé à son image, au choix de cadrage, au choix de mise en scène. Toutes ces références bibliques et aux comics qui ont été utilisées. J'ai regardé beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de vidéos, pour pouvoir mieux les saisir en fait. Et là, petit à petit, sans vraiment le vouloir, j'ai commencé à l'analyser. Je ne savais pas à quoi m'attendre, j'avais commencé mon analyse avec la structure classique en 3 actes, et avec la théorie du parcours du héros, dans le livre Le héros aux 1001 visages. J'étais plus que surpris de me rendre compte que la structure en 3 actes n'était pas suffisante, et que j'ai dû emprunter à Shakespeare pour mieux comprendre et encore plus l'apprécier. Je vais sans doute passer pour un gros fanboy en disant ça, mais je pense que le film est un grand incompris, que toute la confusion et la haine qu'il a générée sont en fait le fruit presque d'un inconscient qui en fait s'attendait pas à ça en allant voir un film de super-héros. On s'attendait peut-être pas à un truc aussi complexe. Dans tous les cas, j'espère que j'ai donné à ceux qui aimaient pas le film, qui trouvaient le scénario creux ou trop compliqué, ou qui étaient complètement largués par le scénario, que je leur ai donné une seconde chance, que je leur ai donné envie de donner une seconde chance au film. Aussi que j'ai donné des éléments de réponse à ceux qui l'aimaient beaucoup, parce que moi-même, avant de faire l'analyse de ce film, j'aimais beaucoup ce film, mais je savais pas trop pourquoi. Voilà, maintenant j'espère que j'ai donné des réponses. Et que j'espère que j'ai donné à ceux qui n'avaient pas trop envie de le voir et qui l'avaient pas encore vu, l'envie de le voir, parce que c'est... Voilà, pour moi c'est un film qui en vaut la peine. Enfin bref, voilà, c'était l'essai de mon essai vidéo sur Batman v Superman. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!